Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. L'esprit humain, c'est littéralement la machine la plus complexe et, disons-le, la plus fascinante de l'univers. Mais au-delà de notre simple capacité à penser, il y a un mystère encore plus fou. Notre capacité à penser à nos propres pensées. C'est une sorte de casse-tête géant qui rend les chercheurs fous depuis des décennies. Alors aujourd'hui, dans cette petite exploration, on va décortiquer tout ça. On va ouvrir le capot de la mécanique de la pensée humaine pour vraiment comprendre comment fonctionne notre conscience. Et tout commence par une question en apparence toute simple, mais super épineuse. Sommes-nous vraiment conscients de nos processus mentaux ? Quand on prend une décision ou qu'on résout un problème, est-ce qu'on a vraiment conscience des petits engrenages qui tournent là-haut dans notre tête ? Ou est-ce qu'on se contente d'observer le produit fini sans jamais voir l'usine qui l'a fabriqué ? C'est vraiment le point de départ de toute notre réflexion. Pour bien saisir l'ampleur du mystère, il faut remonter un peu le temps. En 1890, le célèbre psychologue William James lâche une bombe. Il affirme de manière catégorique que l'activité cognitive n'est fondamentalement pas accessible à la conscience. Cette idée a posé les bases d'un énorme scepticisme en psychologie. Pendant très longtemps, l'idée dominante, c'était tout simplement qu'on ne peut pas observer notre propre intellect en pleine action. Ça plombe parfaitement le décor d'un débat académique absolument passionnant. Alors, grand, qu'est-ce que la métacognition exactement ? Faisons un saut dans les années 60, quand John H. Flevel propose une définition qui va tout changer. Pour lui, la métacognition, ce n'est pas juste le fait de connaître des choses. C'est la connaissance et le contrôle qu'un système cognitif a sur lui-même. Et ça, c'est un véritable changement de paradigme. Avant, on voyait l'apprentissage comme quelque chose d'un peu passif, une simple accumulation de faits. Mais avec la métacognition, ça devient un processus super actif. L'esprit devient littéralement son propre chef d'orchestre. Et ce qui est hyper intéressant dans la littérature, c'est que cette mécanique repose sur deux piliers absolus. D'un côté, on a les connaissances dites déclaratives, le fameux « savoir que ». C'est notre base de données personnelle. Par exemple, savoir qu'on a une mémoire terrible pour retenir les dates. De l'autre côté, on a les connaissances procédurales, le « savoir comment ». Et là, ce sont les stratégies concrètes qu'on va déployer, genre savoir comment utiliser des rappels ou des notes pour compenser cette mauvaise mémoire. Ces deux éléments, c'est vraiment le socle de notre conscience cognitive. Passons à la suite, les deux dimensions clés de ce processus. Alors en pratique, comment ça marche ? Le premier mécanisme, c'est l'autosurveillance. Il faut imaginer ça comme un radar interne qui tourne en boucle, en continu. C'est ce qui permet à notre esprit d'évaluer constamment s'il comprend ce qui se passe. Ce radar identifie nos besoins, capte nos points forts, repère nos faiblesses. C'est une conscience active en temps réel. Sans ce radar, honnêtement, notre esprit naviguerait totalement à l'aveugle. Et si l'autosurveillance est le radar, l'autorégulation, c'est le pilote aux commandes. C'est l'action pure. Ça se fait en 3 étapes. 1. On anticipe les problèmes potentiels grâce aux infos du radar. 2. On décide et on planifie un plan d'action. Et 3. On s'ajuste en permanence selon les résultats qu'on obtient. C'est exactement là qu'une simple prise de conscience se transforme en une véritable maîtrise de son propre cerveau. Pour rendre ça super concret, pensons à des situations de tous les jours. On a tous déjà lu une page entière d'un livre avant de réaliser qu'on pensait à sa liste de courses, pas vrai ? Eh bien, cette réalisation soudaine, c'est l'autosurveillance. Et la décision de relire la page, mais en se concentrant cette fois, c'est l'autorégulation. Même chose quand on fait un calcul, qu'on trouve un résultat aberrant et qu'on décide de tout reprendre depuis le début. Tout ça, c'est de la métacognition en action pure. Chapitre 3. L'épineux débat de l'introspection. Sur ce sujet, la communauté scientifique est littéralement coupée en deux. D'un côté, le camp des pro-métacognition, avec des figures majeures comme Piaget et Flavel. Pour eux, aucun doute, on peut accéder consciemment à nos processus mentaux et les contrôler. Mais en face, dans le camp des anti-introspectionnistes, mené par Nisbet et Wilson dans les années 60, c'est un non catégorique. Selon eux, on n'a absolument aucun accès direct à nos pensées profondes. Quand on justifie un choix, on ne ferait que piocher dans des théories sociales toutes faites. En gros, on inventerait des raisons plausibles après coup. Fou, non ? Mais alors, si Nisbet et Wilson ont raison, pourquoi a-t-on cette sensation si viscérale de contrôler nos pensées ? Leurs travaux avancent plusieurs hypothèses fascinantes. D'abord, on confondrait souvent le fait de connaître des choses sur nous-mêmes avec le fait d'observer notre véritable mécanisme mental en direct. Ensuite, dans la vie quotidienne, nos petites auto-justifications sont rarement remises en question, ce qui nourrit notre illusion. Et enfin, la raison la plus existentielle, l'idée même de ne pas avoir accès à sa propre tête, d'être un étranger pour soi-même, eh bien c'est tout simplement terrifiant psychologiquement. Passons à la 4e partie, les fameux déclencheurs de conscience. La recherche montre que notre esprit est en fait plutôt économe. Il a besoin d'un choc pour sortir du pilote automatique. Il y a 3 grands catalyseurs pour ça. D'abord, la nouveauté. Face à l'inconnu, le cerveau n'a pas de mode d'emploi, donc il s'éveille. Ensuite, une difficulté très élevée, qui force à réfléchir à la méthode elle-même. Et enfin, le plus puissant de tous,
l'erreur. C'est exactement quand on se plante ou qu'on n'obtient pas ce qu'on voulait que notre cerveau fait pause et se met à décortiquer ses propres rouages. Et ça nous amène à un point crucial, le danger de la routine, ce que la chercheuse Helen Langer appelle la mindlessness ou l'automatisme. Quand une tâche est trop facile ou répétitive, notre esprit déroule des scripts tout prêts. C'est super efficace pour préserver notre énergie, oui, mais ça éteint complètement notre réflexion métacognitive. L'absence totale de défi endort la conscience. Pour pouvoir penser sur sa propre pensée, le cerveau a impérativement besoin de friction. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, le rôle de l'interaction. Il y a une théorie passionnante portée par des chercheurs comme John Shutter qui renverse complètement la table, l'approche interactionniste. Elle suggère que si on galère autant à justifier nos propres pensées en solitaire, c'est parce que nos actions sont avant tout des actions conjointes. Nos comportements émergent de nos interactions avec notre environnement et avec les autres. Les raisons d'une action ne sont pas stockées dans une seule tête, elles sont réparties dans la dynamique sociale. Du coup, c'est tout à fait logique qu'un individu pris isolément soit incapable de justifier parfaitement pourquoi il a fait tel ou tel choix. Et c'est là qu'intervient la magie du conflit socio-cognitif. Quand on discute avec quelqu'un et qu'on se heurte à une opinion totalement différente de la nôtre, ça crée une étincelle. Le simple fait de devoir justifier son point de vue face à un pair agit comme un levier surpuissant. Ça nous force littéralement à sortir de notre subjectivité, à relativiser nos idées et finalement à réorganiser nos propres schémas de pensée. C'est fascinant de se dire que l'autre est en fait le miroir indispensable à notre propre conscience. Il y a une citation de Lev Vygotsky qui résume ça à la perfection. Selon lui, le développement mental ne va pas de l'intérieur vers l'extérieur, mais exactement l'inverse. Toute fonction cognitive complexe apparaît d'abord à l'extérieur, dans l'interaction sociale. Ce n'est qu'après qu'elle est intériorisée pour devenir une vraie compétence psychologique individuelle. Nos relations avec les autres construisent littéralement l'architecture de notre monde intérieur. Pour clôturer notre exploration d'aujourd'hui, on se retrouve face à une question qui remet absolument tout en perspective. Après avoir vu les limites de l'introspection et le rôle vital des autres dans notre propre développement mental, on est en droit de se demander, est-ce que la véritable conscience de soi peut seulement exister dans l'isolement le plus total ? Ou bien notre esprit est-il fondamentalement et pour toujours une entité profondément sociale ? C'est une réflexion assez vertigineuse à garder en tête la prochaine fois qu'on s'entendra penser.